Aujourd'hui, je veux te parler d'un cas qui a déconcerté médecins et chercheurs pendant des années. C'est l'histoire vraie d'un garçon de 16 ans décédé en 1969 aux États-Unis. Des décennies plus tard, son diagnostic a changé notre compréhension de l'arrivée du virus dans son pays. Il s'appelait Robert Lee Rayford. Robert est né le 3 février 1953 à Saint-Louis dans le Missouri. Il a grandi avec son frère et a été élevé par Constance, sa mère célibataire. La famille vivait dans un quartier populaire de la ville, dans les maisons en briques du 19e siècle, alors abordables pour de nombreuses familles afro-américaines de l'époque. On sait très peu de choses sur sa vie personnelle. Il n'existe pratiquement aucun document, ni récit détaillé de son enfance ou de son environnement. Ce que l'on sait, c'est que vers la fin de l'année 1968, sa santé a commencé à se détériorer de façon alarmante. Lorsque Robert Rayford s'est présenté volontairement à l'hôpital municipal de Saint-Louis, son état de santé était déjà préoccupant. Il souffrait depuis près de 2 ans d'une maladie que personne ne parvenait à identifier clairement. Robert présentait un gonflement persistant, des verrues et des plaies qui s'étendaient sur ses jambes et vers son appareil génital. Il avait perdu beaucoup de poids, sa peau était pâle et il avait des difficultés pour respirer. On lui a d'abord diagnostiqué un lymphœdème, il a donc reçu des antibiotiques pendant 7 semaines. Sa consommation d'eau et de sel a également été restreinte, mais rien n'y fait. Plus tard, il a été transféré à l'hôpital Barnes. Pendant une brève période, son état a semblé s'améliorer. Mais en mars 1969, ses symptômes sont réapparus avec une intensité accrue. Ses difficultés respiratoires se sont aggravées et son taux de globules blancs a chuté de façon drastique. Il a perdu en masse musculaire. Les médecins ont aussi constaté la gravité de l'affaiblement de son système immunitaire. Finalement, il est décédé d'une pneumonie le 15 mai 1969 à 23h20. Pour l'équipe médicale, sa mort a soulevé plus de questions que de réponses. Robert n'avait jamais quitté le Missouri et n'avait jamais reçu de transfusion sanguine. Alors, qu'est-ce qui détruisait son système immunitaire? Pendant son hospitalisation, on lui a diagnostiqué une lymphogranulomatose vénérienne. C'est une maladie sexuellement transmissible causée par certaines souches de chlamydia dans les régions tropicales. Elle était rare chez les adolescents de l'Ouest américain à cette époque. Cela dit, Robert a donné des versions contradictoires de sa vie sexuelle. Parfois, il disait n'avoir eu de relation qu'avec une voisine du quartier. D'autres fois, il se vantait du contraire. Ce qui est étrange car il était décrit comme réservé, peu communicatif, avec un regard absent. Après sa mort, une autopsie consentie par sa mère et pratiquée par le pathologiste William Drake a révélé quelque chose d'encore plus étrange. Des lésions violacées ont été découvertes sur une cuisse et dans des tissus internes, notamment dans la région rectale. On lui a alors diagnostiqué un sarcome de Kaposi, un type de cancer peu fréquent. En 1969, le sarcome de Kaposi était très rare chez les adolescents afro-américains. Il était principalement observé chez les hommes plus âgés, d'origine méditerranéenne ou européenne. Bien qu'à cette époque, il n'existait aucun cadre médical permettant de relier tous les éléments, cette maladie serait reconnue des années plus tard comme l'une des principales affections associées au sida. Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, a été officiellement identifié en 1983. Ce virus attaque le système immunitaire et plus précisément certains globules blancs responsables de la défense de l'organisme contre les infections. Lorsque les lésions sont graves, le sida, ou syndrome d'immunodéficience acquise, se développe. Le VIH se transmet par certains fluides corporels, principalement lors des rapports sexuels non protégés, mais aussi par contact avec du sang contaminé, par le partage de seringues pour la consommation de drogue, ou de mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. En 1984, la lymphologue Marlis White a demandé l'analyse d'échantillons de tissus de Robert Rayford, conservés pendant des années par la professeure Memory Elvin Lewis. Les premiers tests se sont révélés négatifs, mais des tests ultérieurs effectués en 1987 ont été positifs. Cette nouvelle analyse a été réalisée à l'aide de la technique de Western blot. À l'époque, il s'agissait de l'un des tests les plus sensibles disponibles pour détecter les anticorps contre le VIH. Des anticorps ont été détectés contre chacune des nombreuses protéines du virus. Si le résultat était exact, cela signifiait que Robert Rayford avait été infecté par le VIH en 1969. Soit plus de 10 ans avant que le monde ne reconnaisse officiellement l'épidémie. Well, I do want to thank each of you for giving to the fight against AIDS. I also want to thank other doctors and researchers who aren't here tonight. Those individuals showed genuine courage in the early days of the disease when we didn't know how AIDS was spreading its death. They took personal risks for medical knowledge and for their patients' well-being, and that deserves our gratitude and recognition. Cette découverte choqua et suscita un vif débat. En 1999, lors d'une conférence scientifique en Australie, il a été mentionné que des fragments génétiques du VIH avaient été détectés dans les échantillons. Cependant, ces résultats n'ont jamais été publiés dans une revue scientifique. Les derniers échantillons de tissus de Robert Rayford étaient conservés dans un laboratoire de la Nouvelle-Orléans. Mais en 2005, ils ont été accidentellement détruits lors de l'ouragan Katrina. Depuis, il a été impossible de réaliser d'autres analyses. C'est pourquoi, bien que beaucoup considèrent ce cas comme l'un des premiers cas possibles de VIH aux États-Unis, il n'existe pas de consensus scientifique absolu. Actuellement, il n'existe aucun traitement curatif contre le VIH.
mais il existe des traitements très efficaces appelés thérapies antirétrovirales. La plupart des personnes vivant avec le VIH peuvent vivre longtemps et en bonne santé, surtout si le diagnostic est posé précocement. When an HIV-positive individual takes their medications as prescribed, it basically reduces the infection system in their blood to a point where it's really almost near impossible to infect their partner. If you are living with this disease, this condition, it does not define you. You just have another thing to take care of. Le cas de Robert Redford demeure un sujet d'étude historique et médicale. Il illustre parfaitement l'évolution de la science. Avec le temps, il est possible de réinterpréter les événements passés à mesure que nous acquérons de nouvelles connaissances et technologies. Merci pour ton écoute. Abonne-toi à Atlas Vitae sur YouTube et Spotify pour découvrir d'autres mystères de la science et du corps humain. Chaque auditeur qui s'abonne nous aide à continuer à créer plus de contenu. Laisse-nous un commentaire et dis-nous quelle histoire tu aimerais voir abordée dans les prochains épisodes. À bientôt sur Atlas Vitae.